Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse de WandaVision épisode 4. Ce sera une vidéo full spoiler, donc uniquement si vous avez vu l'épisode. Et comme vous en avez l'habitude maintenant, elle sera décomposée en deux parties. La première avec mon avis, les clins d'œil, quelques petites pistes de réflexion on va dire. Et la seconde avec les vraies théories qui tâchent si j'ose dire. Et aussi comme vous le savez, vous trouverez un lien en description de la vidéo pour vous abonner à Disney+, ce qui permettra au passage de soutenir la chaîne. Et donc merci à Disney pour cette opportunité. La plupart des avis que j'ai pu voir passer au sujet de cet épisode 4 étaient positifs, voire enthousiastes, et de mon côté j'ai aussi passé un excellent moment, et le principal reproche que je pourrais faire à cet épisode 4, c'est qu'il était trop court, et je pense qu'on aurait pu profiter de cette sortie du format sitcom pour nous en donner un peu plus, peut-être s'approcher des 45 minutes par exemple, ça m'aurait vraiment bien fait plaisir. Ensuite, il faut bien reconnaître que si l'épisode passe aussi rapidement, ce n'est pas seulement parce qu'il est court, objectivement, mais aussi parce que son rythme est excellent. Il nous plonge au cœur de l'action et de la confusion qui règne dans l'esprit de Monica Rambeau, comme dans l'hôpital où elle se retrouve. La façon dont son corps se recompose à partir de la poussière dissipée aux quatre vents cosmiques par le premier blip m'a fait penser visuellement à la manière dont peuvent se décomposer ou recomposer les corps des victimes de la magie de Wanda ou de Wiccan, notamment dans House of M. Alors que Monica se reforme sous nos yeux, on peut deviner en prêtant l'oreille quelques paroles de Carol Danvers. Elles viennent du film Captain Marvel, et on peut notamment entendre le surnom qu'elle donnait alors à Monica, Lieutenant Trouble. On peut dire que cette scène de l'hôpital est vraiment excellente dans la retranscription du chaos ambiant, mais aussi dans la désorientation et l'urgence que ressent Monica. La situation de Monica est absolument terrible vis-à-vis de sa mère. L'instant d'avant le premier snap, elle s'apprêtait à quitter l'hôpital avec une Maria Rambeau guérie, et celui d'après, elle est dépossédée non seulement de sa mère, mais aussi de la possibilité de faire son deuil, ou même de lui dire adieu. Et je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression que ce vécu pourra, plus tard dans la série, servir peut-être de passerelle entre Monica et Wanda, sachant que Wanda, elle aussi, est en plein traumatisme et même en déni du deuil de Vision. Alors que la plupart des terriens sont dans la joie des retrouvailles avec la moitié des habitants ramenés par le snap de Hulk, Monica comme Wanda sont comme mises de côté, laissées avec une absence extrêmement difficile à accepter, avec ces informations affichées jusque dans le hall du Sword, ce retour des êtres chers, et qui sont sans doute difficiles à supporter pour Monica. Il me semble intéressant de réfléchir ne serait-ce qu'un instant sur ce cancer auquel aurait succombé Maria Rambeau. Alors il est possible que cette maladie soit parfaitement naturelle, enfin si j'ose utiliser un terme pareil pour cette saleté qui est parfois liée à des perturbateurs endocriniens et autres saloperies que notre civilisation nous pousse à ingérer ou diffuse dans l'environnement. Enfin ça c'est encore une question à part. Mais on peut aussi se souvenir que dans le MCU, on a le cas de Meredith Quill, la mère de Peter Quill, Star-Lord, qui a subi un cancer qui venait d'une cause extérieure, donc il faut se poser des questions. Et c'est directement Tyler Hayward qui prend Maria en charge, ce qui donne l'impression qu'il souhaite la surveiller de près, comme s'il avait peur qu'elle le gêne. Il annonce être directeur par intérim du Sword, suite au décès de Maria, dont le portrait nous rappelle son surnom de pilote, Photon, que j'évoquerai dans la partie théorie. Et je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, ce Hayward ne m'inspire pas confiance, mais là encore, j'y reviendrai plus en détail dans la partie théorie. Le duo passe par un hangar, et si on ajoute aux navettes apparemment en construction, la structure d'ensemble du terrain occupé par le Sword, et la discussion sur la carrière d'astronaute de Monica, on comprend bien que l'organisme est initialement orienté vers l'espace, même si la nouvelle dénomination, avec la surveillance des armes vivantes, témoigne nettement d'une réorientation plus vers la défensive que l'exploration. Et dans leur dialogue, on a peut-être même l'ombre de l'indice d'un programme de création d'armes conscientes, voilà qui ouvre des perspectives intéressantes, comme l'arme X, et ce d'autant plus avec l'arrivée très prochaine de la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, qui pourrait aussi explorer ces questions. Sous prétexte d'une décision qu'aurait prise Maria, Monica est donc privée de vol, et on ne peut que s'étonner qu'Hayward lui confie une histoire de disparition comme celle remontée par le FBI. Et oui, soit il suppose que c'est sans intérêt et c'est une façon comme une autre de la mettre au placard, soit il en sait plus qu'il n'en dit, il pense que ça peut être dangereux, et il suppose que ce serait un moyen de se débarrasser d'elle pour de bon. Jimmy Woo a travaillé son entrée avec de suite la preuve qu'il a enfin maîtrisé le tour de prestidigitation qu'il souhaitait apprendre de Scott Lang dans Ant-Man et la Guêpe. Mais là, attention, justement, pas le moment de se laisser distraire par un tour de passe-passe, puisque l'agent Woo explique
qu'il devait récupérer un témoin important à Westview avant qu'il devienne impossible de le joindre et que tous ceux qui le connaissaient aient oublié soudain son existence. On ne connaît absolument rien de cette personne, de ce témoin recherché par Jimmy Woo, sinon que c'est un homme. On n'a aucune description, aucune photo, aucun indice sur l'affaire dont il est question, et comme de par hasard, ce témoin s'est retrouvé placé à Westview, et là les problèmes commencent. On le verra plus tard sur le tableau des questions du Sword, une amnésie dans un rayon de 8 km autour de Westview est supposée, sans doute celle qui touche les deux policiers, mais qu'en est-il de ceux qui connaissaient ce témoin et que Jimmy Woo a contacté par téléphone? De toute évidence, ils ne peuvent pas tous vivre dans les environs de la ville. Tout cela me laisse supposer que cet homme, cet individu sera extrêmement important à un moment ou un autre dans la suite de la série, et je pense qu'on ne l'a pas encore vu à l'écran. Il faut dire que si on en croit le panneau de Westview, avec une population qui avoisine les 4000 personnes, on a de la marge pour l'introduction de nouveaux personnages. On a aussi l'explication de l'hélicoptère qu'on retrouvait dans la haie de Wanda dans le premier épisode, avec le drone envoyé par Monica, un drone aux couleurs de l'uniforme de Captain Marvel pour le petit clin d'œil. Alors qu'elle s'approche, le caractère téméraire de Monica et les propriétés du dôme hexagonal entourant la ville font le reste et hop, plus de Monica. Ce qui est aussi intéressant avec cette introduction, c'est qu'elle nous permet de situer WandaVision dans la temporalité du MCU, et on sait que Monica a pris 3 semaines de repos après son retour ensuite au snap de Hulk, et donc on est à même pas un mois après les événements d'Avengers Endgame, et quelques mois avant les événements de Spider-Man Far From Home. Et cette temporalité est aussi intéressante concernant l'état psychologique de Wanda, puisque pour elle, ça fait très peu de temps que Vision a été tuée sous ses yeux par Thanos, puisque elle-même avait été vaporisée par le snap de Thanos quelques instants après cette mort de Vision. L'arrivée de Darcy Lewis vient souligner le temps écoulé pour ceux qui ont survécu au snap, puisqu'elle est devenue entre-temps docteur en astrophysique. Les spécialités des autres dans le van sont donc la biologie nucléaire, l'intelligence artificielle et la chimie. Normal que l'approche d'une agence gouvernementale soit strictement scientifique, ce n'est pas comme s'ils avaient un docteur en magie sous la main, à moins que si, mais bon, on verra plus tard. Darcy capte rapidement les particules de ce qu'on appelle en français le fond diffus cosmologique, un rayonnement fossile dont on estime l'émission à quelques centaines de milliers d'années seulement après le Big Bang. En résumé, on peut estimer qu'il s'agit là d'une façon d'évoquer le pouvoir d'une pierre d'infinité, et c'est justement de là que proviennent les pouvoirs de Wanda. On remarque aussi justement la couleur jaune des ondes qui permettent à Darcy de capter la toute première image, un rappel de la couleur de la pierre de l'esprit. Rapidement, on a aussi l'explication pour l'apiculteur du premier épisode, et comme je le supposais, c'est bien un agent du Sword, dont la combinaison a simplement été adaptée au décor de l'époque de l'épisode par la magie de Wanda. Seul inconnu, et ça m'a un petit peu agacé, on ne sait pas du tout ce qu'est devenu cet agent Franklin, et dans la suite de l'épisode, personne ne semble s'en soucier alors que tout le monde se préoccupe de Monica, ça m'a un petit peu agacé. Alors je sais que de nombreuses personnes, notamment parmi vous dans les commentaires, avaient pensé à l'AIM avec les formes hexagonales, le costume d'apiculteur, mais même si j'y avais pensé aussi, j'avais rapidement mis de côté cette hypothèse parce qu'elle tout simplement elle ne me semble pas coller avec l'ambiance de WandaVision. Alors c'est vrai, du côté de Vision, il y a des enjeux technologiques, mais je pense et j'espère aussi qu'on sera plus dans le côté magie occulte que dans la technologie pure et simple. Et donc si l'AIM était réintroduit, puisqu'on a déjà entendu parler de cet organisme dans Iron Man 3, ce serait éventuellement du côté de Tyler Hayward, mais j'y reviendrai dans la partie théorie. Je reviendrai aussi dans la partie théorie sur la forme hexagonale, et concernant le reste du tableau, on peut remarquer que les noms de certaines des personnes embrigadées dans le sitcom renvoient à des gens de la production de WandaVision dans le monde réel, notamment Sharon Davis et John Collins qui travaillent tous deux sur la direction artistique. Autre élément particulièrement intéressant sur le tableau, on distingue le mot Skrulls dans la catégorie des gens qui pourraient éventuellement être derrière tout ça, et donc ça nous prouve que Jimmy Woo a connaissance de ces extraterrestres métamorphes, et donc que les Skrulls sont connus d'une bonne partie des services gouvernementaux, ce qui est assez intéressant pour positionner la connaissance de ceux qui ont été introduits dans Captain Marvel, et ce qui pourrait nous mener à des spéculations pour la suite. Par ailleurs, on peut évidemment s'amuser de la mise en abîme que pratique cet épisode, alors que Darcy et Jimmy sont des spectateurs, tout comme nous, et se posent presque les mêmes questions que nous. On remarque bien sûr sur le tableau qu'Agnès est la seule personne sans carte d'identité associée, et que Dottie n'y est pas encore, sans doute parce qu'on voit débuter le travail avec leur analyse du premier épisode, dans lequel son mari apparaît mais pas elle.
Et un point qui est nébuleux justement, et je pense qu'il le restera, puisque c'est quand même difficile à expliquer, c'est à quel rythme Darcy et Jimmy, et tous les agents du SWORD qui sont là, peuvent voir ces épisodes. Est-ce qu'ils font du binge-watching? Est-ce que c'est diffusé 24 heures sur 24? Ou alors est-ce que c'est comme nous, une fois par semaine, ce qui m'étonnerait? Je pense que le flou sera conservé sur ce point. C'est un peu plus facile de s'interroger sur le tableau sur une différence de continuité espace-temps. Toutefois, si on est très attentif et qu'on a de bons yeux, on peut deviner dans la description de certaines activités des personnages secondaires qu'ils en voient plus que ce que nous on a pu voir dans les épisodes, donc je suppose que ça émet en 24 heures sur 24. Pour venir souligner le clin d'œil méta du public regardant un autre public, on a Darcy qui s'exclame « Des jumeaux, quel rebondissement !» Et si c'est amusant, c'est justement parce que pour nous, tout du moins pour les connaisseurs des comics, les jumeaux étaient totalement attendus. Parmi les informations qui ressortent de tout ça, c'est justement le statut d'acteur involontaire de tous les rôles secondaires du sitcom, ce qui vient confirmer l'idée selon laquelle Herb, en fin d'épisode 3, voulait bien dire à Vision qu'ils étaient tous prisonniers de la ville. On a aussi une différence de programme qui est expliquée entre ce que capte le SWORD et ce que nous voyons, puisque leur version est censurée, comme on le découvre avec la tentative de communication par radio. La grande question, c'est évidemment de savoir qui censure, même si tout semble pointer vers Wanda pour le moment. En effet, Wanda, puisque cela irait dans le sens de sa volonté de maintenir le storytelling, qui la maintient dans sa propre illusion, sa bulle, et qui l'éloigne de la mort de Vision, de ce deuil qu'il ne veut pas faire. Et ce rejet revêt une forme très concrète avec l'expulsion violente de Monica. D'ailleurs, on peut y voir une forme de clin d'œil avec la notion de briser le 4e mur, puisqu'elle traverse 3 cloisons physiques pour finir par passer au travers du dôme hexagonal, donc elle a bien brisé le 4e mur. Lorsque Vision revient, la révélation de son corps sans vie est d'autant plus réussie qu'on s'attendait bêtement à retrouver exactement la même scène qu'en épisode 3. Cet aperçu rapide ouvre la porte aux théories, et justement j'y arrive bientôt. Juste avant de passer à cette seconde partie, j'ai envie de souligner combien la conclusion de l'épisode est inquiétante, alors que Wanda répond à Vision qu'ils doivent rester ici, mais qu'elle a tout sous contrôle. C'est tout l'inverse de lui qu'on sent totalement perdu, même s'il donne le change, et qu'il partage sa détresse en regardant à nouveau droit vers nous, vers la caméra. En résumé, j'ai vraiment adoré l'ambiance et la subtilité qui se dégageaient de cet épisode, et notamment de son introduction, vraiment poignante, dynamique et très bien faite, et de sa conclusion glaçante qui laisse espérer encore une fois beaucoup pour la suite. Allez, il est plus que temps de filer vers les théories en commençant par la toute fin et la chanson de Jimi Hendrix. Alors si vous n'avez pas froid aux yeux, si vous n'avez pas peur de passer de l'autre côté du miroir, il suffit de tendre la main vers le dôme qui entoure mon esprit en surchauffe. C'est donc sur Voodoo Child de Jimi Hendrix que se termine l'épisode en nous laissant à moitié KO, et bien sûr, le choix de cette chanson n'a rien d'anodin. Je pense qu'on peut au moins y reconnaître 2 références à des éléments marquants de la série, et le premier c'est la notion d'enfant magique ou issu de la magie, et pas de n'importe quelle magie, puisque le vaudou a quand même une réputation sulfureuse. Il faut savoir que dans le comics House of M, les enfants de Wanda n'existent tout simplement pas quand elle cesse de se concentrer sur eux, et j'ai l'impression que ça pourrait être la même chose dans la série. Il est possible qu'il n'y existe que par son pouvoir. On ne les entend plus lorsque Wanda s'occupe d'autre chose, et on remarque que le berceau semble vide derrière elle, alors qu'elle comble le trou en reformant les murs de la cage dorée qu'elle a confectionnée pour elle et Vision. Et pour poursuivre sur cette idée de passerelle entre la situation de Monica et de Wanda que j'évoquais en première partie de la vidéo, je me demande si Wanda ne devra pas accepter que ses lits, ceux de ses enfants, sont vides, tout comme l'était celui de la mère de Monica. Attention toutefois, puisque la grande différence entre les deux, même si Monica a maintenant ou plus tard des pouvoirs, c'est que Wanda dispose de pouvoirs pour véritablement remodeler la réalité, en tout cas jusqu'à un certain point, et on a de très fortes présomptions quant à la présence de Wiccan et de Speed, les enfants de Wanda et Vision, dans le futur du MCU, notamment dans les Young Avengers, donc je ne sais pas trop où me placer pour estimer s'ils seront morts ou vivants ou dans un univers parallèle à la fin de la série. La seconde référence de Voodoo Child se retrouve non pas dans le titre, mais dans les paroles elles-mêmes qui dressent le portrait d'une personne qui contrôle son monde, qui en est même le créateur et n'accepte pas un nom en réponse, voilà qui correspond étonnamment bien à une sorcière rouge de notre connaissance. Je reste sur Wanda et sur cette idée qu'elle serait totalement responsable de ce qui arrive à Westview, et comme j'ai déjà pu le dire dans de précédentes vidéos, je pense en effet que l'essentiel du pouvoir magique
qui est derrière cette situation, c'est bien celui de Wanda, mais attention, il y a des subtilités. Et oui, il faut revenir sur cette forme hexagonale qui est soulignée très clairement dans cet épisode. Alors oui, bien sûr, dans les comics et même de manière générale, en anglais, on parle de hex pour les maléfices des sorcières. Si on revient à l'étymologie du mot, ce qui est toujours intéressant, on trouve pratique de la sorcellerie en américain de 1830, sachant que c'est un dérivé de l'allemand ancien pour sorcière, et qu'en remontant bien plus loin, on retrouve dans l'anglais du Moyen-Âge le diable dans le mot hext. Alors de mon côté, je vous le dis clairement, je reste totalement convaincu qu'il y a d'autres forces qui sont en jeu, outre celle de Wanda, et notamment Mephisto ou tout autre nom que le MCU aura décidé de donner à ce démon particulièrement vicieux et puissant. Alors attention, ça ne veut pas dire que je m'attends à voir surgir en fin de saison de WandaVision un diable entouré de flammes, ce sera sans doute un peu plus subtil. Mais il faut savoir que dans une petite anthologie des aventures de Wanda et Vision qui a été rééditée comme de par hasard très récemment, on trouve même le logo Disney+ derrière le petit livret, eh bien on trouve des histoires intéressantes qui parlent par exemple de Wanda qui est prisonnière de Dormammu, une forme de démon qu'on a déjà vu dans le MCU, et avec Vision qui va chercher dans les enfers quasiment sa bien-aimée. Alors je ne pense pas qu'on retrouvera Dormammu dans WandaVision, mais le fait d'avoir republié ces histoires, ça donne un peu le ton. On y parle aussi de différents esprits qui occupent le corps de Vision, enfin ça donne des pistes de réflexion. Évidemment, vous le savez, dès que j'évoque Mephisto, j'en reviens forcément à Agnès, qui est sans doute une version d'Agatha Harkness, mais je commence à m'interroger sur le statut véritable d'Agnès. Je reste persuadé qu'elle est une sorcière, qu'elle en sait beaucoup plus que les autres habitants involontaires, on va dire, de Westview, mais est-ce qu'elle sera totalement malfaisante, ou est-ce qu'elle aura aussi, un rôle de mentor de Wanda, tout comme l'a eu Agatha Harkness dans les comics? C'est possible. Parce que oui, comme on le constate avec WandaVision, le potentiel des pouvoirs de Wanda est largement méconnu, mal exploité, et elle a vraiment besoin de quelqu'un pour lui expliquer comment canaliser, maîtriser tout ce pouvoir. Ce quelqu'un, ça pourrait être parfaitement Agnès, et je pense que Agnès joue avec le feu, qu'elle a dû passer quand même une sorte de pacte avec le diable, mais elle n'est pas totalement corrompue pour autant, en tout cas peut-être pas encore. En tout cas, je laisse cette piste de réflexion ouverte pour l'instant. Le thème des sorcières reste donc très présent, et je n'avais pas encore eu l'occasion d'évoquer avec vous les quelques subtils clins d'œil aux magiciens d'Oz, car oui, ils existent, on a Eastview et Westview, on peut se dire qu'il y aurait la sorcière de l'Est et la sorcière de l'Ouest, sachant que la plus vicieuse et dangereuse, c'est celle de l'Ouest, et ça ne vient pas de nulle part, je vous rassure, puisqu'on avait un clin d'œil au film assez récent de Sam Raimi, qui reviendra comme par hasard pour le prochain Doctor Strange, avec le film qui était diffusé dans le générique d'ouverture de l'épisode 3. Je vous mets la capture d'écran à l'image. Voilà donc qui pourrait éventuellement venir renforcer cette idée selon laquelle on aurait non seulement Agnès, Wanda, mais aussi Dottie comme sorcière. Reste à voir qui serait la plus maléfique des trois. Sur ce thème du pacte avec le démon, j'en reviens à Tyler Hayward, le patron de Monica, qui ne m'inspire pas du tout confiance, et pour moi il y a plus ou moins 3 possibilités à son sujet, si on suppose qu'il est vraiment louche, bien sûr. Alors la première, soit c'est un ambitieux, une sorte de traître au service d'un employeur caché du type Norman Osborn, AIM ou Victor Von Fatalis, qui sera bien sûr révélé bien plus tard. Soit, deuxième possibilité, il a passé un pacte avec le diable pour obtenir son poste et bien plus, soit enfin il est un Skrull, mais d'une faction antagoniste aux humains. Et dans les deux derniers cas, que ce soit pacte avec le diable, Mephisto, ou alors Skrull, on pourrait supposer qu'il serait éventuellement derrière le retour du cancer de Maria Rambeau, ce qui ferait de lui un ennemi très personnel de Monica Rambeau, et cela pourrait se poursuivre dans Captain Marvel 2, ou aussi justement dans Secret Invasion, la série qui a été annoncée. Pour rester sur Monica, le rappel de Photon comme surnom de pilote de sa mère Maria Rambeau, il serait logique pour elle de prendre ce surnom en hommage lorsque ses pouvoirs se révéleront pour de bon et qu'elle embrassera son rôle de super-héroïne. Alors maintenant pour ce qui est des pouvoirs de Monica justement, je pense que le MCU prendra bien soin de les différencier de ceux de Captain Marvel, de Carol Danvers. Je pense qu'elle pourra se transformer en particules d'énergie par exemple, et aussi pour ce qui est de la présence de ses pouvoirs, je ne pense pas forcément qu'ils arriveront tout de suite, ou du moins que Monica n'en aura pas conscience, et qu'elle ne les maîtrisera sans doute même pas à la fin de WandaVision, si elle en a, puisque ça reste une supposition. J'en viens enfin au cas de Vision.
Alors depuis le début, Wanda utilise-t-elle le corps détruit par Thanos comme une poupée pour son jeu de vie de famille en mode sitcom? Aussi terrible que cela puisse paraître, et j'ai bien l'impression que la réponse à cette question est oui, depuis le début, c'est bien le corps mort de Vision qui est utilisé, même si je ne ferme pas totalement la porte à la possibilité que cette vision de Vision pour Wanda ne soit qu'un rappel traumatique de son état réel et que le corps utilisé soit celui d'un autre. Ceci dit, attention, il me semble évident que cette version de Vision a en partie été ramenée à la vie. Il dispose d'une part de liberté, de libre arbitre, et ce n'est pas uniquement une création de Wanda, une simple poupée, sinon il n'aurait pas ses doutes sur la réalité qui l'entoure et ses regards vers la caméra. Et ce qui m'agace un petit peu en termes de cohérence dans l'épisode, c'est que le Sword ne cherche pas immédiatement à savoir où se situe le corps de Vision, puisque c'est pas quelque chose qu'ils auraient laissé traîner comme ça par terre au Wakanda a priori. Peut-être qu'ils n'ont jamais su où il était, mais a priori, dans une interview relativement récente, on a Paul Bettany, l'interprète de Vision, qui discutait avec Elizabeth Olsen et qui évoquait une scène post-crédit d'Avengers Endgame dans laquelle Wanda récupérait dans un sac, dans des locaux du Sword, a priori, le corps de Vision, ce qui pourrait carrément nous donner une bonne idée de piste pour la suite de la série. Et oui, voilà qui vient renforcer l'idée que ce serait le vrai corps de Vision qui serait utilisé par Wanda. Le mystère, c'est comment son esprit a pu être au moins en partie reconstitué, peut-être avec une pierre de l'esprit, reconstituée à partir de la poussière d'atomes dispersée par Thanos et réunie par l'immense puissance de Wanda et son lien unique avec cette pierre, tout comme les corps de ceux qui sont revenus, comme celui de Monica, a pu être reconstitué. Reste une question néanmoins, pourquoi la vitesse de Vision est-elle autant mise en avant dans les épisodes, alors que c'était loin d'être évident, aussi bien dans les films que dans les comics? On peut y voir une étrange justification des pouvoirs de Tommy qui deviendra Speed. À moins éventuellement qu'il ne faille y voir une projection inconsciente de l'envie de Wanda de retrouver son frère Pietro en vie, sachant que Pietro c'est bien sûr Quicksilver qui avait une super vitesse et cela aurait été projeté vers Vision. Enfin, c'est vraiment très flou et assez étrange. Ce qui est sûr, c'est que cet épisode 4 suscite plus de questions qu'il n'apporte de réponses, et ça tombe bien puisqu'il nous reste 5 épisodes. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous ne voulez pas qu'à tout bout de champ, sans prévenir bien sûr, je fasse apparaître Vision mort devant vos yeux, que vous soyez dans la douche, au supermarché, en train de faire pipi, eh bien hop, Vision mort devant la tronche. Je peux dire que ça aura des grosses conséquences sur votre vie quotidienne, et ce sera bien fait si vous n'êtes pas abonné. Alors attention. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!